Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en bonne santé après cette période mouvementée due à l'épidémie de Covid-19. Comme vous le savez, du fait de la crise sanitaire, on n'a pas pu réunir tout le monde dans la salle, mesure de distanciation oblige, mais que les personnes absentes sachent que si elles ont toutes questions, je resterai ouvert à répondre dans un prochain temps. L'épidémie de Covid-19 sera le premier sujet abordé lors de cette conférence de presse. J'évoquerai également deux textes très importants, la loi de finances rectificative et le nouveau code pénal. Enfin, je terminerai par l'agenda international de son Excellence, Monsieur le Président de la République, particulièrement chargé dans les jours et semaines à venir. Démarrons donc par l'épidémie de Covid-19, qui reste la première préoccupation du chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Une épidémie qui m'inspire cette citation d'un personnage historique passé par la postérité. « Lorsque je me regarde, je me désole. Lorsque je me compare, je me rassure. » En effet, on entend parfois les uns et les autres relever des dysfonctionnements ou des lenteurs. Ça n'est pas toujours forcément inutile, car cela nous pousse à nous améliorer sans cesse. Que le Gabon est considéré, en Afrique, comme l'un des pays où la riposte est la plus efficace. En témoigne le nombre de tests quotidiens, l'un des plus élevés par tête d'habitant en Afrique. En témoigne également le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts dus à la Covid-19, qui est de 0,76% au Gabon, contre 2,66% sur le reste du continent. En témoigne enfin la baisse continue, tendancielle depuis près d'un mois et demi, du nombre de contaminations, quand bien même dans le même temps, le nombre de tests a très nettement augmenté. Ce sont ces résultats encourageants qui ont amené le président de la République à donner son feu vert pour le déploiement d'un plan de déconfinement progressif avec la reprise des déplacements à l'intérieur du pays, des vols à l'international, des cours dans les lycées et les universités pour certaines classes, la réouverture des hôtels et restaurants avec terrasse, et probablement dans les jours à venir, des lieux de culte pour lesquels des discussions sont toujours en cours. Cela nous pousse naturellement à un certain optimisme. Mais, et le président de la République insiste là-dessus, particulièrement sur ce point, cela doit nous pousser aussi à la vigilance. Nous remportons des batailles, mais la guerre est loin d'être terminée. Si nous en sommes là, c'est parce que les autorités sanitaires ont fait preuve dans la riposte d'une grande capacité d'anticipation et d'adaptation. Et nous devons les féliciter. Mais aussi parce que nos concitoyens ont respecté au fil du temps les gestes barrières et appliqué les mesures d'hygiène. Ces efforts doivent toutefois se poursuivre et même s'intensifier. Vous le savez, la riposte n'est pas que sanitaire, elle est aussi économique et sociale. Je ne reviendrai pas ici sur le plan d'aide massif de 250 milliards de francs CFA déployé par le gouvernement sur instruction du président de la République et sur les nombreuses mesures d'accompagnement au bénéfice de nos concitoyens et des entreprises. J'évoquerai plutôt la loi de finances rectificative que le chef de l'État a promulguée en juin dernier. Sans être trop long à ce sujet, je rappellerai que celle-ci est marquée par un double effort. Celui de la sincérité, autrement dit, faire en sorte que les hypothèses budgétaires retenues correspondent le mieux, tant sur le volet de la dépense que de recettes, à la réalité économique du moment, passablement bouleversée par la crise de Covid-19. Celui de la solidarité ensuite. Les allocations budgétaires de la loi finances rectificative 2020 ont été orientées en priorité vers la couverture des charges relatives à la Covid-19, le fonctionnement optimal des services dits essentiels à la vie de la nation, les dépenses sociales comme la santé, l'éducation, les prestations sociales ou encore les allocations de retraite et d'études. Quant à la question de savoir si le budget est équilibré, la réponse est clairement oui. Pour faire face à la diminution des recettes budgétaires, la compensation se fera à travers un meilleur recouvrement des taxes et impôts, l'optimisation des dépenses de fonctionnement qui suppose la poursuite de la réforme de l'État et la révision de certaines dépenses d'investissement en tenant compte des priorités. Le gap éventuel entre les recettes et les dépenses
s'il venait à exister, serait comblé par le soutien de nos partenaires au développement. Comme vous pouvez le voir, le pilotage financier du pays est bien assuré. D'autant qu'un autre point de satisfaction, le Gabon continue dans cette période d'honorer sa parole et de respecter ses engagements en payant les primes de ses agents et les dettes contractées vis-à-vis des entreprises locales, en particulier des PME. Un élément de nature à renforcer notre crédibilité et qui a un impact positif vis-à-vis de nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Après ce long développement sur la Covid-19, je voudrais aborder un autre texte qui a lui aussi connu des innovations majeures, le nouveau code pénal. Cet outil, plus adapté aujourd'hui, présente des avancées majeures en matière de criminalité financière, de criminalité sexuelle, de criminalité environnementale ou encore en matière de protection des femmes et des mineurs, au point qu'il est désormais pris en modèle dans d'autres pays sur le continent. Je terminerai ce propos liminaire en évoquant rapidement l'agenda international du président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État, qui n'est pas en vacances en Europe, hier a encore reçu les commandants en chef des forces de défense et de sécurité. Ces derniers mois et semaines, comme vous l'avez constaté, le chef de l'État a participé à plusieurs réunions de l'Union africaine en visioconférence, au cours desquelles il a porté, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, la voix de l'Afrique centrale et a plaidé pour une stratégie coordonnée à l'échelle du continent en matière de riposte face à la Covid-19 et de relance économique. Je rappellerai, pour en terminer avec cette première partie, que le chef de l'État participera à un nouveau sommet de l'Union africaine le 28 juillet prochain et à un sommet ordinaire de la CEAC 2 jours plus tard, le 30 juillet. En août, l'agenda du président de la République sera marqué par les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, qui sont maintenues même si elles ont été allégées en raison de la Covid-19. Vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs, qu'en raison de cet agenda chargé et de la crise sanitaire, le président de la République s'attelle à la tâche quotidiennement. Et tout le monde a compris qu'il en serait de même pour le gouvernement. Je fais bien entendu référence au communiqué diffusé ce samedi par la présidence de la République. C'est ainsi que se clôt mon propos liminaire. Je peux donc maintenant répondre à vos questions, que je suppose nombreuses. Monsieur. Bonjour, je suis Stéphane Guéma de l'Agence gabonaise de presse. Je vais aborder 2 points. Le premier point, c'est lié à la Covid-19. Vous avez dit que, compte tenu de l'amélioration de la situation, le président a donné des instructions pour qu'il y ait un déconfinement progressif. Et nous l'avons suivi, le ministère de l'Intérieur a pris une décision à ce niveau et a conditionné le déplacement par la présentation d'un test de négativité. Mais aujourd'hui, il se trouve que aujourd'hui, il y a 20 000 francs qui sont exigés à certains, notamment à la classe VIP. La question que l'opinion se pose est de savoir est-ce que cette mesure ne va pas à l'encontre de la décision prise par le chef de l'État, vu que le président avait dit lors de son discours à la nation que l'État prendra ses responsabilités vis-à-vis des populations. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est lié aux festivités du 17 août. Vous venez de dire tout à l'heure que les manifestations ont été allégées. Est-ce qu'on peut savoir comment ça va se passer justement à ce niveau, puisque vous avez dit que c'est allégé? Merci. Alors, sur la première question liée à la Covid-19, il est important de remettre dans son contexte ce que vous appelez le traitement VIP. En fait, ce que vous appelez le traitement VIP, en fait, c'est une demande en urgence qui a été expliquée par le porte-parole du comité technique qui disait concrètement que si vous voulez récupérer les résultats de vos tests plus vite, notamment en 24 heures, il faudrait vous acquitter de cette somme de 20 000 francs CFA. Cependant,
la demande normale, la voie classique, reste tout à fait opérationnelle. C'est-à-dire que les personnes peuvent toujours aller vers les centres de dépistage, faire leur test et attendre les résultats qui, en moyenne, arrivent entre 48 et 72 heures. Donc, le cas des tests VIP, c'est vraiment les demandes d'urgence qui permettent, par exemple, je prends un exemple très concret, vous voulez partir jeudi, vous faites votre demande le mercredi et vous avez vos résultats le jeudi matin. On est vraiment dans une demande d'urgence. Mais je souhaite le dire et le répéter avec force, la demande normale, le test normal avec un délai en moyenne de 72 heures reste totalement gratuit. Ensuite, sur les festivités. Comme on vous l'a dit, on est en période de crise sanitaire. On ne peut malheureusement pas célébrer l'anniversaire de l'indépendance comme on a l'habitude de le faire. Le programme sera communiqué dans les prochaines semaines, mais je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de défilé sur le bord de mer comme cela se fait traditionnellement. Après, on a la journée du drapeau où le ministère de la Culture fera une communication dessus et expliquera tout ce qui en découlera. Et sur le 17 août, vous aurez une communication ultérieure qui donnera tous les détails. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour. Je suis Joël de Vox Populi. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a par rapport au nouveau code pénal, il y a des pays qui nous prennent en exemple. Quels sont ces pays? Et hier, nous entendions, particulièrement moi, comme la plupart de mes collègues, l'arrivée du président togolais. Et bon, enfin, il n'y a eu aucune communication n'a filtré par rapport à son absence. Est-ce qu'on pourrait avoir des raisons qui justifient son absence ou une raison? Merci. Sur le nouveau code pénal, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a différentes dispositions qui viennent à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, contre la fuite de capitaux, contre la corruption. Il y a aussi des dispositions sociales qui permettent une meilleure protection des femmes, notamment avec le harcèlement sexuel au travail, par exemple, une meilleure protection des mineurs avec une hausse de l'âge de la majorité sexuelle. Actuellement, on a des pays frontaliers et du continent qui discutent avec nos autorités pour voir cette nouvelle mouture et voir s'il est possible d'adapter aussi ces décisions dans leur pays. Pour ce qui est de la question sur le président togolais, diplomatiquement, la présidence de la République a annoncé son arrivée. Nous avons été notifiés hier par la présidence de la togolaise que le président de la République ne pouvait plus se rendre au Gabon pour des raisons d'agenda urgent. Il revient maintenant à la présidence de la République togolaise de spécifier ou non les raisons de cette annulation. Aujourd'hui, il faut se dire les choses clairement, ce n'est pas un fait inédit qu'une visite d'État puisse être annulée ou reportée. Donc dès qu'on aura les autres informations sur la nouvelle date d'arrivée du président togolais, on ne manquera pas de la communiquer et de vous en faire part. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le porte-parole de la radio. Bonjour. C'est Foncel de la radio Urban FM. Oui. Je reviens sur la Covid-19. Oui. Vous avez parlé des tests VIP qui sont accordés aux personnes qui sont en situation d'urgence. Sauf qu'on se rappellera que lorsque le chef de l'État a décidé de l'inauguration du laboratoire du professeur Gaouma, on nous présentait ce laboratoire-là comme un outil viable qui était capable de réaliser près de 1000 tests par jour et qui pour... Comment? 10 000. 10 000 tests par jour. Voilà, vous me corrigez même, merci. 10 000 tests par jour. Et ce qui sous-entendrait qu'il aurait également une réponse efficace par rapport à la disponibilité des tests faits. Or, la mise en place du paiement de 20 000 francs pour les cas express, est-ce que ça ne remet pas en cause ce qui a été vendu aux populations? Première question. Oui. La deuxième question est celle de savoir... Aujourd'hui, on a pratiquement tous les secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne le public, qui sont en pied de guerre, on va dire, qui lancent des mouvements de grève, notamment en rapport avec les situations administratives des agents publics. Quel est le point de vue de la présidence de la République sur ces questions-là, qui sont d'ailleurs en rapport avec le social? D'accord. Alors, pour revenir sur le laboratoire professeur Gaouma, il y a une précision qui est importante. Le laboratoire se charge de techniquer les tests, c'est-à-dire, de façon très concrète, les tests sont faits dans des sites de prélèvement.
Il y en a un peu plus d'une trentaine. Ils sont ensuite envoyés au laboratoire qui va les traiter. Comme on l'a annoncé précédemment, il a une capacité technique de 10 000 tests par jour. Maintenant, il faut savoir qu'on est dans une situation d'urgence, qu'on est face à une crise sanitaire qui est inédite, qui nous amène à nous réadapter quotidiennement. Sur la technicité du laboratoire, on n'a aucun souci. Les appareils fonctionnent concrètement, il n'y a aucun problème. Maintenant, les petits dysfonctionnements et les améliorations qui sont faites en ce moment sont au niveau administratif, sur le rendu de résultats. Si vous le voyez, quand il y a eu l'annonce de l'arrêté, on a eu différents voyageurs qui se sont rendus sur les sites de prélèvement, notamment au laboratoire Professeur Gaouma. Et aujourd'hui, les personnes reçoivent leur test, comme je vous le dis, entre 48 et 72 heures, hors le format express. Je répète, vraiment, le fait d'aller faire sa demande de façon classique est totalement gratuite. Le format express qui a été appelé VIP, c'est vraiment en cas d'urgence si vous voulez obtenir vos tests en 24 heures. Il faut comprendre que pour ces tests-là, il faut mettre des laboratoires à disposition, il faut traiter plus vite, il faut avoir aussi des personnels qui parfois vont travailler de nuit pour pouvoir rendre cela possible. Mais le point important est de dire, hors urgence, tout Gabonais qui veut se faire tester et qui veut obtenir les résultats de son test dans les délais normaux, la démarche est totalement gratuite. Ensuite, sur le point autour des revendications sociales. Vous n'êtes pas sans noter que l'État a fait de nombreux efforts. On a eu, par exemple, le paiement de la prime PIP de 2015 pour le personnel de santé. On a eu le paiement de la prime spécifique pour certaines régies financières. Il y a eu un travail sur des primes aussi au niveau du ministère de l'Économie. L'État, de façon générale, tient à tenir ses engagements. Maintenant, le mot d'ordre a toujours été le dialogue. Il y a des discussions qui sont en cours dans les différents ministères entre les ministres de tutelle et les syndicats pour arriver à des solutions. Et c'est la volonté de la présidence de la République, la volonté du chef de l'État, qu'il y ait un dialogue et qu'on puisse trouver des portes de sortie qui ne mettent personne de côté. Yves Laurent. Merci, monsieur le porte-parole. En parlant de l'agenda du président de la République, vous avez dit à peu près, en conclusion, que le chef de l'État pilote le pays. Est-ce que vous voulez, en quelque sorte aussi, envoyer un message à ce député français, monsieur Bruno Foch, et à propos même, monsieur le porte-parole, que souhaitez-vous lui dire maintenant que vous faites cette première sortie publique? Merci. Je décline l'agenda du président de la République comme je l'ai toujours décliné lors de nos différents points de presse. Il ne s'agit pas d'un message envoyé aux députés dont vous parlez. Pour ce qui est du député, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne représente pas la position du gouvernement français. Aujourd'hui, la République française et la République gabonaise travaillent quotidiennement sur différents dossiers. Pour exemple, on a eu la visite du secrétaire d'État Lemoine il y a quelques mois. On a eu l'invitation du président Emmanuel Macron à son homologue, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour participer au sommet Africa-France qui devait se tenir à Bordeaux, qui a été reporté du fait de la Covid-19. Donc, au final, les relations sont très bonnes entre les deux États, tout simplement. Madame. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Lariska Lormamengi de la rédaction de Gabon Première. Je vais revenir sur la gestion de la crise Covid-19, notamment sur le volet du test VIP. Ma question, c'est surtout en rapport avec les personnes vivant à l'intérieur du pays. Beaucoup se posent la question de savoir si elles peuvent aussi, je parle de ces personnes, si elles peuvent bénéficier de cette technique-là, de test VIP, parce qu'il y a beaucoup, notamment des élèves, qui se sont rendus en zone rurale pendant les vacances ou bien pendant la période de confinement, qui aujourd'hui veulent rentrer pour des questions de reprise des cours, notamment pour les classes de terminale. Donc la question des tests VIP aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être disponible en zone rurale notamment? Merci. Sur le point des tests et de la démarche de tests d'urgence, j'insiste vraiment sur la démarche d'urgence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un point du comité technique hier et il y a quelques jours.
Aujourd'hui, ce qu'il est demandé aux personnes, c'est de présenter un test de négativité à la Covid-19 si vous partez de zones à risque. Les deux zones à risque aujourd'hui sont Libreville et Franceville. Donc tous les élèves qui sont à l'intérieur du pays, s'ils ne partent pas de Franceville, peuvent regagner librement la capitale. Si ensuite ils souhaitent repartir, ils devront faire ce test et ils auront accès, s'ils le souhaitent, je répète bien, s'ils le souhaitent et s'il y a une nécessité d'urgence, à ce traitement dit VIP. Ensuite, il faudra voir sur le laboratoire de Franceville, notamment le CIRMF, si cette démarche sera possible ou non. À l'heure actuelle, elle ne l'est pas. Mais je rappelle que le délai normal est en moyenne de 72 heures. Donc, si on s'y prend à l'avance, je veux dire, si on apprend qu'on veut le lundi, qu'on doit partir dans la semaine, il est possible de faire son test le lundi et de partir le jeudi. Donc, on reste sur des délais qui sont très raisonnables. Donc, pour rassurer les élèves ou les personnes qui sont à l'intérieur du pays, elles peuvent revenir librement, à part si elles arrivent de Franceville où il faut ce test. Et par contre, si elles partent de Libreville et qu'elles souhaitent regagner l'intérieur du pays, elles devront faire ce test, passer par la voie classique ou par le traitement d'urgence si besoin. Le président de la République a promulgué la révision du code pénal, notamment le 30 juin dernier, contre l'avis général de l'opinion qui a plus ou moins manifesté sa désapprobation par rapport à cette promulgation-là. Et aujourd'hui, on est en droit de nous poser la question de savoir, au-delà de la promulgation, est-ce que le chef de l'État a eu à prendre en compte l'avis des populations, quand on sait qu'aussi bien la société civile que le monde politique s'est largement exprimé là-dessus pour manifester leur opposition, notamment en ce qui concerne un certain nombre d'alinéas et d'articles, notamment l'article 402 de l'ancien code pénal, mais également aujourd'hui l'article, je crois, 247 ou 207 qui parle de l'affiliation. Est-ce que le chef d'État tient compte de l'avis de ces populations? Le président de la République prend toujours en compte l'avis des populations. Maintenant, on est une république avec un mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement pour la promulgation de nouvelles lois de code pénal, c'est en passant par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Vous revenez sur l'alinéa relatif à la dépénalisation. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. L'opinion nationale s'est plutôt exprimée sur le fait qu'on soit pour ou contre l'homosexualité, ce qui n'a jamais été le postulat ou le débat de départ. La question qui était posée par cet alinéa-là et son retrait, c'était de savoir, est-ce que le fait d'être homosexuel mérite que l'on aille en prison, qu'on aille en prison tout simplement? Est-ce que l'orientation sexuelle devrait être sanctionnée par le code pénal? La réponse, elle est non. Sur la partie sur la filiation, il faut parfois pas oublier la personnalisation qu'on veut donner à certaines mesures, au nom de certaines théories du complot ou d'une vérité qu'on veut choisir. Maintenant, cet article sur la filiation, je le disais en préambule dans mon propos liminaire, on a un travail sur le code pénal qui permet d'améliorer la protection des femmes, par exemple, et des mineurs. C'est une protection des mineurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des phénomènes de spoliation aujourd'hui, des démarches successorales, parce que la famille va renier le fait que tel ou tel enfant soit du père ou de la mère qui est décédé. Donc, c'est une utilité vis-à-vis des démarches successorales. Et avant tout, c'est de dire que c'est aux institutions compétentes de décider. Je prends l'exemple de la démarche successorale. Si une personne qui doit décider de qui est l'enfant de son père, c'est votre acte de naissance, donc c'est l'état civil qui va dire vous êtes le fils de votre père, vous êtes le fils de votre mère. Ce n'est pas à votre oncle, à votre tante, à votre cousin, à votre arrière-grand-oncle de décider de votre filiation. Donc c'est juste une mesure de protection, là je prends le cadre des orphelins, dans le cadre de succession, tout simplement. Merci, monsieur le porte-parole. Je vais revenir sur la loi des finances rectificative parce qu'on n'en a pas parlé. Vous avez parlé de cette loi qui a été votée. Est-ce qu'on peut savoir, en fait, les populations se demandent si aujourd'hui, les grandes annonces du président, les grands chantiers que le président avait annoncés sont toujours pris en compte.
Il y a par exemple le chantier sur la transgabonaise. Il y a le chantier sur le fonds d'initiative départementale dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a également le fonds de péréquation des collectivités locales. En fait, les populations aimeraient savoir si, en dehors du Covid, parce qu'il y a l'après-Covid, si les chantiers liés au développement, à leurs préoccupations également, sont pris en compte. Merci. La Covid-19 a amené l'État à repenser les décisions qui ont été prises. Comme vous le savez, on a fait un effort particulier sur la prise en charge des populations et la protection vis-à-vis de cette pandémie qui, comme différentes pandémies, n'était pas anticipée. Ça amène à des dépenses qui n'étaient pas prévues. De façon claire, pour donner un exemple, quand vous êtes dans votre famille et que vous avez par exemple un décès qui arrive, ce sont des dépenses que vous n'avez pas forcément prévues dans votre budget. Donc, vous réglez les dépenses liées au décès ou à la maladie, mais vous allez aller piocher dans votre caisse qui était vouée peut-être à rajouter des briques sur votre maison ou à couler votre dalle en béton, à acheter votre terrain. L'État, c'est la même chose. Sur certains projets, il y a des arbitrages qui sont faits. Maintenant, sur les exemples que vous donniez, la Transgabonaise, ça a été annoncé que normalement les premiers travaux débuteront en septembre. Maintenant, pour ce qui est du fonds d'initiative départementale ou de la dernière mesure dont vous parlez, je laisserai le ministère de l'économie s'exprimer dessus dès que tous les calibrages auront été faits. Maintenant, la volonté du président de la République et les instructions qu'il a transmises au chef du gouvernement, c'est de s'axer sur les dépenses sociales, l'éducation. Vous avez vu dans la loi de finances rectificative, on a une augmentation environ de 30% du budget lié à la santé. Il y a des dépenses de solidarité. Donc tout ce qui touche au quotidien des Gabonais. Maintenant, il est vrai qu'on travaille sur une restructuration des dépenses et sur une priorisation des projets en fonction des ressources disponibles. Dernière question. Bonjour Monsieur le porte-parole. Farel Boukika de la rédaction de Gabon Media Time. Alors, je vais revenir sur l'actualité relative au test pour Covid-19 facturé à 20 000 francs, dit VIP. Je vois là que vous faites un peu usage de nuances sémantiques entre les tests express et non express. Ce sont là des expressions que nous découvrons parce qu'ils n'étaient pas évoqués au début de la riposte. Mais bon, soit. Ce que nous savons, du moins ce que les Gabonais savent, c'est que le gouvernement a consenti d'énormes moyens financiers pour que les Gabonais soient dépistés en masse. Et le Premier ministre a d'ailleurs rappelé, sous les instructions du chef de l'État, que les tests Covid seraient gratuits et conformes pour tout le monde. Alors, est-ce que cette mesure initiée par le COPIL, qui tend à catégoriser les Gabonais entre les VIP et les non-VIP, dans un contexte de Covid-19, ne remet-elle pas en cause le droit d'accès à la santé publique des Gabonais? C'était ma question. Merci. Alors, vous parlez de sémantique, je pense que la sémantique est importante. On parle de traitement VIP. Tout ce que je dis au final dans la notion de traitement, c'est que vous êtes traité en urgence. Vous recevez vos résultats plus rapidement. Aujourd'hui, est-ce que le test est gratuit? Oui. Aujourd'hui, tout Gabonais peut aller dans un centre de test et se faire dépister gratuitement. Il recevra ses résultats à peu près 72 heures après avoir fait son test. Est-ce qu'il est conforme? Le test qui est fait en urgence et le test qui est fait normalement est traité dans les mêmes laboratoires et à la même conformité. Ce n'est pas parce que vous êtes passé par le test d'urgence que votre test Covid-19 est plus... comment dire, est mieux fait ou est mieux techniqué que le test classique. Donc on reste sur un accès à la santé qui est égalitaire. Si je prends un autre exemple, c'est comme les personnes qui vont se soigner dans le public ou dans le privé. Si vous avez la chance de pouvoir aller dans le privé, il y a des personnes qui vont dans le privé, mais ce n'est pas pour autant que s'ils vont dans le public, ils vont être refusés. Là, c'est exactement la même situation. Vous avez un besoin en urgence d'avoir vos tests sous 24 heures, vous pouvez passer par cette procédure. Si vous n'avez pas de besoin en urgence, vous passez par la procédure dite classique, qui est gratuite, où les tests sont aussi fiables, techniqués
dans les mêmes infrastructures sanitaires et qui vous permettra de vous rendre à l'intérieur du pays comme les autres personnes qui sont passées par la procédure d'urgence. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence. Ça m'a fait plaisir de vous revoir et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Comme je le disais, certaines personnes n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, donc ne pas hésiter à revenir vers moi ou vers mes équipes s'il y a des questions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, respectez les mesures barrières. Merci.